Aline Fiala, donc pour avoir un petit peu au pied levé remplacé Madame Simon Place qui devait venir en fait nous parler d'éthique en cette fin d'année et qui ne pouvait pas finalement venir en décembre. Sa conférence a été déplacée au mois de mars. Donc Aline, qui se proposait pour le 2023, a eu la gentillesse d'avancer sa conférence. Donc Aline Fiala était professeure à Sorbonne Université. Elle a fait une longue carrière à l'Observatoire. Elle a passé une thèse de doctorat d'État en 1978, directrice adjointe en 1976, et ce jusqu'en 1990. Aline a enseigné non seulement à Sorbonne Université, mais aussi dans d'autres universités locales, comme Perpignan, ou bien plus lointaines, comme le Brésil, à Rio, je crois. Elle a fait une grande partie donc, de sa recherche ici sur la faune benthique, puis ensuite sur les environnements profonds. Elle a eu l'occasion de faire énormément de missions, de plonger dans les grandes profondeurs, que ce soit, soit avec l'aide de robots, ou soit directement. Elle a animé beaucoup de projets nationaux ou internationaux, et depuis qu'elle a quitté activement l'Observatoire, et même avant, elle faisait partie de nombreux conseils d'administration ou de gestion, et elle fait toujours, je pense, partie de beaucoup d'entre eux, dont de parc marin, la gestion de la réserve marine, etc. Je vais m'arrêter là parce que ça serait trop long de citer ses travaux et ce qu'elle fait toujours. Et puis elle a aussi publié un certain nombre d'ouvrages. Voilà. Je vais laisser la place aujourd'hui. Elle va donc nous parler de ses sources de vue dans les abysses, 20 ans d'exploration et de recherche. Merci à vous. Bien, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux. Alors ce soir, je vais vous inviter effectivement à une promenade dans les abysses. Il se trouve qu'au cours de ma carrière professionnelle, pendant 20 ans, j'ai eu la chance de pouvoir explorer ces zones. Et ça a donné lieu, disons, à une aventure scientifique qui a été très prolixe, mais également une aventure humaine, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec énormément de scientifiques dans beaucoup de disciplines, que ce soit la géologie, la géophysique, la géochimie, la biologie. Et ça a été aussi une aventure tout court, parce qu'en fait, vous allez le voir, ça date pas de très longtemps. Cette exploration, cette connaissance partielle, très partielle, puisqu'à l'heure actuelle, on n'en connaît que 10% des grands fonds. Voilà. Avant de vous emmener plonger, je vais quand même vous présenter très rapidement le contexte de ces travaux pour que tout le monde comprenne bien la situation de ces sites. Alors d'abord, la Terre, on peut la voir d'après les images de la NASA, elle devrait plutôt s'appeler la mer, parce que 70% effectivement de sa surface, 71% exactement de la surface, sont constitués d'océans, de mer, d'eau. Et parmi ces 71%, une bonne partie, c'est-à-dire 93% de ces fonds sont situés entre 200 mètres et 10 911. 10 911 mètres, c'est la profondeur la plus importante que l'on puisse trouver donc, dans nos océans, c'est la faune des Mariannes. Donc vous avez sans doute entendu parler parce qu'il y a eu des incursions. Alors, en 74, l'homme avait mis le pied sur la Lune, mais il ne connaissait rien du fond des océans. Et en fait, c'est en 1974, à l'année géophysique internationale, que des géophysiciens ont décidé, en fait, d'aller explorer une dorsale très près de la côte des États-Unis, sur la dorsale des Galapagos, pour essayer de démontrer qu'en fait, une théorie, la théorie dont vous avez sans doute entendu parler de la tectonique des plaques, était une théorie réelle. Elle avait été émise en 1964 par un professeur Haas, mais personne ne l'avait démontré. Donc ils ont dit, si cette théorie est réelle, on doit trouver à ces endroits de dorsale de l'activité magmatique, donc retrouver des roches magmatiques à cet endroit-là. Et donc ils ont décidé d'aller explorer effectivement cette dorsale. Donc c'était donc en 1977. Alors il y a eu, avant cette découverte, il y a eu tout un programme qu'on a appelé FAMOUS, qui était un programme franco-américain. Alors les Français ont été
ces programmes d'exploration parce qu'ils avaient la technologie. Ils possédaient la technologie et l'expérience marine. Donc, il y a eu un programme franco-américain et ils ont effectivement découvert ces fameuses zones hydrothermales, mais ils n'ont pas découvert les sources tout de suite. Et c'est l'Alvin qui, en 1977, en reprenant le parcours, a découvert effectivement ces sources hydrothermales totalement inattendues qui sortent entre 200 et 400 degrés, au point que les géophysiciens de l'époque avaient fait fondre leurs sondes parce qu'ils n'avaient pas porté des sondes assez puissantes pour pouvoir mesurer la température. Donc voilà, et par contre également, alors ce qui a été totalement inattendu, c'est de voir les images qu'ont ramenées les géophysiciens de cette mission. Autour de ces sources, eh bien, il y avait des populations incroyables, avec des biomasses plus importantes que celles qu'on trouve dans la forêt amazonienne, des biomasses très importantes et des animaux géants, comme vous pouvez le voir, des moules, des grands vers. Alors là, à partir de ce moment-là, les biologistes ont évidemment souhaité rentrer dans les programmes. Donc voici ces sources, on en a retrouvé un petit peu partout, donc on verra les différents sites, mais vous voyez ces fumeurs très noirs, très chargés en métaux, en sulfure, en méthane, donc très riches nous le verrons, en énergie, et tout autour donc des animaux foisonnants. Voici ce genre, alors là dans le bassin de Biolo, on avait de véritables cathédrales de cheminées qui étaient hautes de plus d'une vingtaine de mètres. Hein. Donc, et on avait tous ces panaches qui sortaient. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il est très difficile avec des photos comme ça de vous montrer la profondeur de champ, c'est-à-dire ce qu'on pouvait voir nous. La photo nous montre le premier plan et on a du mal à montrer effectivement l'étendue des vols. Alors, ces zones sont situées où? Ces zones sont situées en fait dans des zones très particulières, ces zones de dorsale. On sait que l'écorce terrestre est constituée d'un certain nombre de plaques, comme ça, que vous pouvez voir. Et en fait, ces zones se situent à l'intersection des plaques et forment donc tout un système sur 75 000 km de dorsale océanique. Et vous avez d'autres zones ici dont on parlera après. Voici. Alors, ce qui fait que la plus grande chaîne de montagnes n'est pas en surface, à la surface du globe, mais elle est au fond des océans. Et c'est une chaîne qui serpente dans tous les océans sur 75 000 km. Alors, c'est le plus grand système en fait volcanique de la Terre, hein, puisqu'il donc a une profondeur moyenne de 2600 mètres sous l'océan. En fait, ça va de 1500 jusqu'à près de 4000. Avec des ouvertures, c'est-à-dire au niveau de ces dorsales, il va y avoir extension donc distension des plaques à une vitesse quand même qui peut aller jusqu'à 21 cm par an. C'est-à-dire c'est un système permanent sous nos pieds hein, qui fonctionne à l'heure actuelle. La dorsale des Galapagos est une dorsale qu'on dit rapide, donc on avait mesuré 21, de même que la dorsale est-Pacifique. La dorsale atlantique est beaucoup plus faible, on a des mesures qui vont de 2,5 à 7 cm par an. L'équivalent de volume de l'océan qui transite par ce système, c'est toutes les 10 millions d'années, et il y a 18 millions de kilomètres cubes de lave qui sont injectés par an donc, dans ces systèmes. C'est des systèmes extrêmement actifs. Et vous avez ici donc ces deux zones là dont je vais vous parler. Les zones tectoniques, ce sont des zones tectoniques extrêmement instables. Vous avez également du volcanisme, des tremblements de terre. Donc vous avez le système des dorsales océaniques, donc qui longe ici l'océan Atlantique, et vous avez également l'océan Pacifique, et on va voir également les bassins arriéraques dans ces zones-là. Alors, le système de la tectonique des plaques hein, a été expliqué et a été bien connu et bien connu maintenant. Vous avez au niveau des dorsales, vous avez une remontée du magma profond qui, en arrivant dans l'eau froide, va se solidifier, former des nouveaux morceaux de croûte terrestre. C'est pour ça qu'on retrouve du magma dans ces zones-là. Ce sont des pilolavas et en surface, c'est de l'obsidienne. Hein, c'est vitrifié en obsidienne. Donc tout le long de la dorsale, c'est ce qu'on a. Alors au fur et à mesure, évidemment,
les plaques vont s'éloigner l'une de l'autre, hein, et comme la Terre n'est pas infinie, à un moment, certaines plaques vont plonger sur d'autres plaques. Et c'est ce qu'on appelle ici la subduction. Ici, c'est ce qu'on appelle l'accrétion, c'est-à-dire la montée du magma. Et ici, on appelle la subduction. Les plaques vont retourner et, avec la température qui va monter, évidemment, jusqu'à plus de 1000 degrés, et bien, le magma va de nouveau fondre et remonter. Et on va avoir comme ça un système cyclique permanent. Donc, voilà ici aussi pour vous rappeler, actuellement, donc en 2018, vous voyez ici une carte de tous les sites actifs qui ont été reconnus. C'est extrêmement important. Sur toutes les dorsales, alors tous les triangles violets, ce sont les systèmes d'accrétion de dorsales, et les ronds, orange, jaune, ce sont les zones de subduction, c'est-à-dire qui correspondent à des zones de fosse océanique. On le verra. Voilà. Alors, ces recherches, d'abord, il faut le dire, n'auraient pas pu être faites sans la technologie. Il s'est trouvé que dans ces années-là, eh bien, le positionnement par satellite, qui était à l'origine une invention des militaires, hein, a été, a été répandu dans le public. Et maintenant, vous avez évidemment le positionnement par satellite, vous l'avez sur votre téléphone ou dans votre voiture. Ça paraît courant. Mais à l'époque, eh bien, on n'avait pas ce positionnement. Il était très difficile de se repérer à 2500 mètres sous l'océan. Donc il a fallu que ce positionnement permette de donner des positions très précises. Il a fallu également développer des navires océanographiques. Là, je vous en présente un parce que c'est un de ceux que j'ai le plus fréquenté, l'Atalante, qui est un très beau bateau, mais il y en a eu d'autres. Actuellement, il y a l'Europe, il y a le Marion Dufresne, il y a d'autres bateaux qui ont été français, hein, qui ont été développés. Alors, il y a eu aussi de très gros progrès faits pour la cartographie. Alors, à l'époque, en 1974, on avait le système de la sonde, là, simplement on envoyait par acoustique une sonde, et puis le son remontait, et on mesurait le temps mis, évidemment pour le son pour remonter, on en déterminait la profondeur. Donc on avait disons une image entre 5 et 100 mètres, et une précision, donc on aurait pu couvrir la surface des océans en 4 ou 5 siècles avec cette technique. Heureusement, actuellement, on a des systèmes de positionnement donc avec les sondeurs multifaisceaux et de positionnement, et la Terre est couverte en 15 jours. Donc c'était possible. Voilà le type de cartographie que l'on peut faire avec les sondeurs multifaisceaux qui permettent donc, on voit très très bien, comme vous pouvez le voir ici, la dorsale ici, hein, avec donc les parois de chaque côté. On verra que les sources se trouvent à l'intérieur de cette vallée axiale. Alors, il a fallu aussi développer des engins pour aller au fond. Et le premier de ces engins qui a été mis en œuvre a été l'Alvin. C'est un sous-marin américain qui dépend de l'armée américaine toujours, et qui est mis à disposition des scientifiques. Alors, l'Alvin, au départ, pouvait aller jusqu'à 1000 mètres. Et puis, elle a subi des transformations, 3000 mètres, et maintenant, ils peuvent aller effectivement jusqu'à 4000 mètres. Donc, c'est l'Alvin qui a découvert les sources au Galapagos. Les Français n'étaient pas en reste, et notamment, ils bénéficiaient de la technologie qui avait été développée par le commandant Cousteau, et avec les soucoupes plongeantes. En fait, le CNEXO, qui est devenu actuellement l'IFREMER, l'Institut pour l'exploitation des océans, a racheté la SP2000 du commandant Cousteau, et il a remodelé l'extérieur, et il l'a appelé Siana. Alors c'est un petit submersible autonome qui peut emmener 3 personnes et qui peut descendre à 3000 mètres. Qui pouvait, je dirais, parce que la Siana a été très rapidement remisée au profit de l'Alvin, du Nautile, que vous connaissez sans doute par les images qui ont été quand même médiatisées. Mais c'est la même chose, le principe est le même, c'est une sphère de titane, épaisse de 20 cm, avec 3 hublots, et qui peut emmener 3 personnes, un pilote, un copilote et un scientifique.
Alors vous avez des systèmes de bras, on le verra, pour manipuler. Vous avez évidemment des éclairages. Et actuellement, vous avez un système de navigation à bord. Au début, on dépendait du bateau et il fallait que le bateau donne les instructions au nautile. Maintenant, il y a un système de navigation, donc on est complètement autonome. Voilà le PC de contrôle. Vous avez à bord un PC de contrôle, donc on voit en direct les fonds, comme vous pouvez le voir, les images sont transmises, et on peut donner, les scientifiques peuvent donner des instructions, donc de récolte, etc. C'est pas très, très large, hein, mais bon, avec une petite taille, il n'y a pas de problème, hein, on tient très bien dans ces engins. Alors, voilà, les sous-marins, ah oui, les sous-marins américains, donc très tôt, je vous ai dit, l'Alvin, évidemment, a été utilisé, mais c'était le premier submersible qui a été utilisé, et puis, donc, il y en a eu d'autres. Ici, c'était donc aux Galapagos, et un détail, si vous voulez, au départ, bon, je vous en parlerai après, on verra bien. Et ça, c'est un autre sous-marin, un petit sous-marin que j'ai eu l'occasion d'utiliser, qui est un sous-marin qui est très agréable parce qu'il a un cockpit comme un hélicoptère, donc on a une vision extrêmement large, mais il ne peut pas aller au-delà de 1000 mètres. Alors, les Japonais sont rentrés dans la course, plus activement, avec deux sous-marins, le Shinkai 2000 et le Shinkai 6500. En fait, les sous-marins japonais sont des copies conformes des sous-marins français et américains, de même que la technologie de mise en œuvre a été entièrement récupérée par les Américains. Par contre, ils ont une technologie à bord extrêmement sophistiquée. Et évidemment, ils sont avec tous les engins nautiques. Le Shinkai 2000. Alors ça, c'est oui, c'est ça. Et puis aussi, juste pour mémoire, la Russie avait deux sous-marins, les Mir, qui pouvaient aller à 6000 mètres. C'était la seule puissance d'ailleurs à avoir deux sous-marins à 6000 mètres. Mais très tôt, ils ont arrêté de rentrer dans les programmes parce qu'ils n'avaient pas les financements pour faire fonctionner ces sous-marins. À l'heure actuelle, on n'en entend plus parler. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils doivent être remisés quelque part, donc ils ne sont plus intervenus. Moi, malheureusement, à un moment, j'étais en contact avec un des pilotes du MIR qui m'avait invité, mais ils n'ont pas pu réaliser les sorties et j'ai pas pu aller à la mission. Voilà. Alors, en dehors de ça, on dispose également, et très probablement c'est ce qui va dominer dans les prochaines années, c'est ce qu'on appelle les ROV, c'est-à-dire des Remote Oceanography Vehicles. Ce sont des sous-marins mais non habités, mais qui sont ils sont reliés par un câble, donc certains, d'autres sont autonomes et ils peuvent aller évidemment à grande profondeur. L'avantage, c'est qu'on peut les faire fonctionner 24 heures sur 24, alors que les sous-marins, il y a une plongée par jour, et puis ensuite, donc il faut attendre le lendemain. Alors, on va commencer l'histoire. Alors, en 1977, donc voilà les images qu'ont ramené les géologues de la rive des Galapagos. Vous voyez ces sources hydrothermales extrêmement chaudes et ces animaux très importants. Voici la cartographie de la dorsale des Galapagos. Vous avez une vallée axiale ici, et puis deux parois comme ça qui vont jusqu'à... On est à 2500 mètres hein, de profondeur, et tout le long de cette axiale, on va trouver les sources hydrothermales. Alors voilà les images également qu'ils ont ramenées à 2500 mètres, des énormes tubes d'1 mètre avec des panaches rouges, c'est pas coloré, hein, c'est vraiment la couleur parce qu'ils ont de l'hémoglobine dans leur panache. Et ces grosses moules, comme vous pouvez le voir, et également des câbles. Alors, les premières missions françaises ont été dans la dorsale Pacifique. La dorsale Pacifique, c'est la dorsale qui longe les côtes... dorsale Pacifique, l'EPA, voilà c'est ça. L'EPA qui longe donc l'océan Pacifique, et avec ici vous voyez la vallée axiale, et puis il y a une faille transformante ici de Pemberton, et la dorsale continue ensuite par là. Donc c'est le même principe avec une vallée axiale, donc, et les sources qui sont à l'intérieur de cette vallée axiale. Voilà, la dorsale également, comme vous pouvez la voir en cartographie.
Alors, pour moi, évidemment, l'aventure a commencé là, exactement en 82, sur la dorsale pacifique. En fait, en 81, je faisais un stage dans un laboratoire américain. C'était un hasard d'ailleurs que je me retrouve dans cette mission, parce que je faisais un stage dans un laboratoire américain en 81, et le directeur de ce laboratoire de biologie cellulaire près de Los Angeles était très ami avec les chercheurs de la Scripps, qui est une des plus grandes institutions océanographiques américaines. Et donc il m'avait donné des introductions pour aller visiter la Scripps et contacter les chercheurs. Et il s'est trouvé que j'ai discuté avec un des chercheurs, Ken Smith, qui organisait la première mission biologique sur les sources hydrothermales. Et comme à l'époque j'étais connue pour avoir travaillé sur des organismes filtreurs, c'est-à-dire que comme les moules, les huîtres, etc., qui ont un courant d'eau pour se nourrir, ils avaient observé ces gros mollusques, les moules et les clames, et ils voulaient savoir comment ils se nourrissaient. Pourquoi? Parce qu'au fond de l'océan, à 2500 mètres, il y a très peu de matière organique particulière. Donc ils se demandaient comment ils pouvaient vivre à ces profondeurs-là. Donc il m'a invité pour venir à sa mission. Alors à l'époque, la Lune était sur un bateau, c'était assez sportif, je vais vous montrer. Non, c'est avec ça. Alors la Lune était sur un catamaran, et on le descendait avec un ascenseur, et ensuite tout le monde, y compris les scientifiques, participe à la manœuvre. Il fallait faire sortir l'appareil évidemment des branches du catamaran pour le mettre à l'eau. Alors, moi ça a très mal commencé, parce que, en fait, les scientifiques n'étaient pas sur ce bateau-là, on était sur un bateau, le Thomas Thompson, qui était un autre bateau scientifique, et chaque scientifique venait sur ce bateau-là, sur la Lune, la veille de sa plongée. Je suis allée la veille de sa plongée sur la Lune, sur le Lulu, et manque de chance, il y avait eu un tremblement de terre au Mexique, on avait des creux de 8 à 10 mètres, impossible de mettre le submersible à l'air. Donc j'ai passé 2 nuits sur le Lulu, c'était pas terrible, je peux vous le dire, parce que c'était vraiment dans un placard. Mais bon, le lendemain quand même, c'était pas de ma faute, hein, c'était le tremblement de terre, et donc ça s'est calmé, et j'ai pu plonger. Alors voilà une des premières visions que j'ai eues en arrivant sur le fond. Vous avez ici des pinolamas, c'est de l'obsidienne en surface, là, ici. Et alors c'est Galatée qui était là, et le pilote me dit, de toute façon, il faut suivre les Galatées, et on va arriver sur les sources. Et effectivement, au fur et à mesure que l'abondance des Galatées est arrivée, on est tombé sur une source. Donc c'était nos pilotes, si on peut dire. Et voilà autour de la source que j'ai observé des grands vers et des gros clames de 30 cm à foison autour de ces sources. C'était vraiment un spectacle absolument incroyable. Et donc au cours de cette mission, on ne s'est pas contenté d'observer, on avait déjà commencé à faire des expérimentations. Ici vous avez une mesure de respiration dans des enceintes des clames, et c'est comme ça que les scientifiques américains ont montré que ces clames respiraient avec des métabolismes aussi importants que les métabolismes des organismes littoraux, alors qu'on pensait que les animaux profonds avaient un métabolisme très ralenti, parce que la température était assez faible. Et ils avaient mis au point aussi des enceintes sous pression, où on pouvait donc collecter les clames et les remettre sous pression au laboratoire, de manière à faire des expériences, mesurer les gaz, mesurer les produits qu'ils absorbaient, etc. Donc, très tôt, on a commencé à faire des expériences. Alors, la vie à bord, il y a quand même, parce qu'au cours de ces missions, pendant la journée, comme le submersible est à l'eau, il reste entre 6 et 8 heures, au début, 6 et 8 heures, après ils ont un peu rétréci les plages. Et on est dans des zones très agréables, il fait très bon, la mer est très calme, donc on bronze, ou alors on discute avec les scientifiques, on prépare également les plongées. Par contre, le soir, il y avait une grande animation, parce qu'on ne savait pas ce qu'on allait récupérer. Donc à chaque remontée de panier, il y avait des surprises, des nouvelles, c'était très excitant. Alors, ensuite, on a été, donc, à la suite de cette mission, j'ai été invitée dans les missions françaises. Et il y avait justement une mission à 13 degrés nord, en 84, donc, avec l'Asiana. Donc au cours de cette mission, on a également découvert
des sites hydrothermaux, et vous voyez ces densités de riftias, c'est le nom un peu barbare de ce ver. Alors je précise que toutes les espèces sont des espèces endémiques. Je ne vais pas vous citer toutes les espèces, parce qu'on en a décrit quelques 600 espèces. Mais elles sont toutes nouvelles pour la science. Elles ont toutes été décrites, et donc ça a été une foison extrêmement importante. Donc ce sont des espèces en majorité, comme je vous l'ai dit, endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve que là, uniquement dans ces zones-là, à forte biomasse, jusqu'à 10 kg par mètre carré, et peu de diversité de groupes en fait. Il y a certains groupes qui ne sont pas du tout représentés. Alors, de cette mission, je retiens vraiment je me souviens de deux choses. C'est le poulpe à oreille que vous voyez, qui mesurait à peu près 1,50 m. Eh ben, c'est le seul monstre marin qu'on a observé dans le milieu. Et il y a eu plus de 5000 plongées faites avec tous les submersibles. Donc voilà, c'est le seul monstre marin qui a été observé. Et puis alors, moi j'ai découvert ça. C'était la technique du baptême. Après une première plongée, le plongeur avait droit à un baptême. C'est pas moi là. On est retourné ensuite sur les mêmes sites, 13 degrés nord, donc de la dorsale pacifique, avec la mission Hydronaute, avec le Nautile également. Et donc là, on avait, pour vous signaler, donc, le Nautile a deux bras manipulateurs qui sont des bras robotiques qui nous permettent de manipuler. Et comme vous pouvez le voir, la manipulation est extrêmement précise. Les pilotes, ce sont les pilotes qui manipulent. Hein. Vous voyez qu'ils peuvent ouvrir une bouteille de vin avec les deux bras, en tenant la bouteille dans un bras et en tenant un tire-bouchon dans l'autre bras. Ils arrivent à déboucher une bouteille. C'était un très bon mordeau d'ailleurs. Et donc on a découvert de nouveaux sites, et on a découvert également des sites qui étaient en formation. C'est-à-dire, à la mission précédente en 84, on avait des sites qui n'étaient pas peuplés. Et là, on est revenu sur le même site et il y avait des petits vers qui étaient en train de se développer, donc un nouveau site. Il faut bien vous dire que ce sont des zones très instables et donc à chaque fois il y a des fissures qui se forment, de l'eau qui s'infiltre et puis des remontées donc de sources, et à ce moment-là se développe tout un peuplement en fonction de ces sources. Voilà, on faisait également des expériences notamment, et puis des collectes de particules pour essayer de comprendre effectivement ce qu'il y avait dans la colonne d'eau, analyser les particules de l'eau. Et là, c'est une enceinte, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'elle est transparente, c'est une enceinte en plexiglas qui nous permettait d'injecter du bicarbonate de carbone 14 après avoir mis des moules à l'intérieur. Et je vous montrerai les résultats. On a eu de très très bons résultats, donc on mettait du bicarbonate marqué. Et on avait également des scanners physico-chimiques qui nous permettaient de mesurer toutes les mesures physiques, température et chimiques également, c'est-à-dire la composition en métaux, en éléments de l'eau, pour comprendre le milieu marin. Voici les sons de température également, des prélèvements d'eau avec des bouteilles en titane pour faire des prélèvements, des nasses pour récupérer les poissons et les essentiels. En fait, on a surtout récupéré des crabes d'ailleurs dans les nasses. Et voici ces peuplements que vous pouvez voir, je vais vous montrer quelques images de peuplements. Alors, je ne vais pas vous citer toutes les espèces, mais regardez la productivité que l'on peut observer dans ces zones-là était assez fantastique. Donc, voilà, je vais vous passer des images, donc des espèces. Alors ce poisson, il est aveugle. Comme il y a beaucoup de poissons de grand fond, et il est unique aussi, il a été décrit de ces zones-là. Voici une représentation, on a été ensuite dans un autre site, 9 degrés nord, c'est-à-dire le long de la dorsale, on est remonté le long de la dorsale, et vous voyez toujours cette zone axiale avec les sources, voilà, une représentation de cette zone. Voici un peu la représentation également de ces sources avec les différents organismes que l'on peut trouver au-dessus, les vers, les crustacés, les mollusques, les poissons, voilà, tout autour donc de ces sources. Alors, en 94, j'ai été sur le site de 9 degrés nord,
avec les Américains. Là, j'étais avec l'Advine notamment. Alors, pour monter dans le submersible, comme vous pouvez voir, c'est acrobatique, parce qu'il faut déjà monter sur le submersible, et ensuite, on passe dans un sas qui nous amène à l'intérieur du submersible. Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux être petit et mince que costaud. Hein. Et voici la mise à l'eau, donc la mise à l'eau. Alors, je devais dire quelque chose sur la mise à l'eau, c'est que, comme vous l'avez vu, au début, les Américains avaient la mise à l'eau avec l'ascenseur. Ils ont récupéré le système français très rapidement, et les Français ont mis au point un système de mise à l'eau par bras hydraulique qui se baisse et qui met le submersible à l'eau. Et il faut quand même le noter, hein, c'est assez rare de voir les Américains récupérer une technologie française. Donc là, les Français étaient vraiment nettement en avance, et les Japonais ont récupéré également la même technologie, hein, de mise à l'eau. Et voici donc à 9 degrés nord, vous voyez les mêmes populations, donc absolument incroyables. Donc, je vous montre rapidement ces images. Hein. Là, on est revenu, vous voyez, à une admission en 2004. Donc, on a réexploré. L'avantage de réexplorer les mêmes sites, c'était de voir leur évolution et de voir comment ils se propageaient le long de la dorsale. Il y a eu pas mal de recherches sur l'écologie elle-même, le développement, la fixation des larves, comment ils circulaient, etc. Là, je ne vous en parlerai pas parce que sinon on y passerait la nuit, hein, sur toutes les recherches. Alors, les Galapagos, eh ben, je suis retournée aussi aux Galapagos en 88 avec l'Advine, et vous pouvez voir que là, l'Advine, il est effectivement mis à l'eau avec le système hydraulique mis au point par les Français. Et voici donc les images qu'on en a ramenées. Alors, on a été également dans une autre zone, qui n'est pas une zone de dorsale, c'est une zone des bassins Ariara, qui est dans la zone du bassin de l'eau, les Fidji, dans le Pacifique Ouest. C'est une zone extrêmement tectonique, extrêmement compliquée d'ailleurs, extrêmement complexe pour les géologues. Et on va trouver également, là. Alors là, c'est sur les campagnes japonaises que j'ai été, ici avec le Shinkai 2000 et le Yokosuka. Et le Shinkai 6500, là, on a été, le Yokosuka. On rentre dans le submersible, vous voyez, de la même façon, il faut monter, mais eux, ils ont des systèmes d'élévateurs qui sont beaucoup plus pratiques que les systèmes français. Donc voilà le Shinkai, la mise à l'eau du Shinkai. Alors j'ai une image que je voulais vous montrer parce que c'était très drôle, et c'est dommage qu'elle ne soit pas animée, parce qu'on ne comprenait pas très bien. Il faut, quand le submersible est à l'eau, il y a toujours des plongeurs qui vont effectivement détacher les câbles pour permettre au submersible de plonger. Et les plongeurs japonais, ils passaient sur le submersible du bateau, de leur Zodiac, ils passaient sur le submersible, ils allaient donc faire leur manœuvre rapide, ils remontaient, et puis hop, ils revenaient à toute allure dans le bateau submersible, dans leur petit bateau Zodiac. On se demandait pourquoi les Français, eux, ils traînent un peu dans l'eau, etc. Et on m'avait expliqué qu'en fait, les plongeurs japonais avaient une peur panique des requins. On est dans des zones où, effectivement, il y a des requins. Alors, on aurait dit des marionnettes. Ils sautaient vraiment du Shinkai dans l'eau, et de l'eau, oups, immédiatement dans le Zodiac. C'était assez drôle. Ils avaient aussi adapté les systèmes de scanners de physico-chimique, donc de mesure effectivement de l'eau. Et alors là, dans cette zone, autour des sources, on a découvert d'autres organismes tout à fait étonnants, des escargots. Des escargots, comme vous pouvez le voir, avec des poils dorés sur la coquille. Également, espèces nouvelles, voilà, et des tonnes et des tonnes de moules. Mais vraiment sur des kilomètres et des kilomètres, on appelait ça la vallée aux moules. Sur des kilomètres et des kilomètres, vous avez des densités de moules, comme vous pouvez le voir. Ce sont des moules qui font entre 15 et 16 cm de longueur. Hein, donc et puis voilà, d'autres escargots bruns, comme ça. Ça, c'est une spécificité de ces bassins Ariara. Alors, je suis revenue en 96 avec le Shinkai 2000 et le Natsushima, le bateau japonais. On a été dans la fosse de Manus cette fois.
La fosse de Malus. Alors, une des particularités des bateaux, on mange très bien, vous le savez, à bord des bateaux, c'est important, la nourriture. Mais alors, les Japonais, c'était époustouflant. Ils avaient d'abord une vaisselle incroyable de porcelaine, hein. On était servis à table, et tous les jours, ils changeaient. On est resté 3 semaines, pendant 3 semaines, on n'a pas revu les mêmes porcelaines. On avait tous les petits plats, et c'était très très bon. Je dois dire, ils ont une cuisine légère et diététique. Voici ces images donc, de ces sites, vous voyez les densités également. Hein, c'est pas, Alors là, on trouvait aussi ces anémones, c'est assez rare. Le groupe des cnidaires est très très peu représenté dans ces zones-là, et là on trouvait ces anémones avec les boules. Alors on a été également, par la suite, dans la dorsale atlantique. Là vous voyez tous les boîtes qui ont été explorées. La dorsale atlantique est une dorsale, comme je vous l'ai dit, lente, c'est-à-dire qu'elle ne s'étend qu'à 7 cm à peu près par an. Alors dans cette zone-là, moi j'ai eu l'occasion de faire une mission franco-américaine. J'étais chef de mission sur le bateau le Jean Charcot. Alors le Jean Charcot a été une unité océanographique, la première unité océanographique qui avait été mise en place par l'INSU et le CNRS. C'est un très très beau bateau, mais il avait été vendu au bout d'un moment, au bout de 20 ans, il avait été vendu au câblier. Et il s'est trouvé que ma mission devait être faite sur un autre bateau de l'Ifremer, et ils ont eu une occasion unique de louer le bateau à un prix extraordinaire, donc ils m'ont loué spécialement le Charcot pour pouvoir faire la mission Mars. Et il y avait également une collègue américaine sur le bateau américain, l'Atlantis, avec l'Alvin. Alors, les zones que je vous ai montrées précédemment, c'était des zones extrêmement agréables, il faut dire. Hein. C'est la mer plate tout le temps, il faisait beau, chaud, pas de problème. Par contre, là, on a expérimenté quand même des zones atlantiques, c'était pas tout à fait la même chose. Alors, quand vous saurez que, étant donné que il fallait transborder tous les soirs de l'Atlantis au Charcot le matériel qui avait été récupéré par l'Alvin. Donc il fallait que j'aille avec un Zodiac à bord de l'Atlantis, que je récupérais le matériel et que je revienne l'amener tous les soirs à bord du Charcot. Alors parfois c'était vraiment sportif de remonter à bord du bateau, de l'échelle du bateau. Et voilà les images que je vais vous montrer. Ça, c'est des cheminées hydrothermales qui sont complètement envahies de moules, des milliers de moules également, et également de crevettes. Alors ça, des populations de crevettes extrêmement importantes. Et ce qui est amusant, c'est qu'on trouvait les adultes d'un côté, et on trouvait les petites crevettes dans des nurseries comme ça, près des grandes, mais regroupées dans des nurseries. Voilà. Alors énormément, voici ces crevettes, hein, vous voyez, elles sont très très proches des sources, hein, c'est-à-dire qu'elles vont vers des températures qui peuvent atteindre 100 degrés, elles ont parfois les pattes, on les trouvait avec les pattes brûlées. Voici ces crevettes. Alors elles ont dans leur carapace, elles ont des bactéries, on verra, elles ont des bactéries sur des filaments, sur leurs branchies. Ça, c'est la dorsale atlantique. Alors oui, on est retourné en 97 sur la même dorsale atlantique, et là, on avait un rove dont je vous ai parlé, le rove Victor. Et moi, j'en garde un souvenir, c'est la mission la plus fatigante qu'on ait jamais eue. Pourquoi? Parce que avec les submersibles, vous avez une plongée par jour, donc on récupère le matériel en fin d'après-midi, et puis on travaille éventuellement une partie de la nuit s'il faut pour traiter le matériel, et puis ensuite, bon, on se repose. Là, on travaillait 24 heures sur 24. Non seulement on faisait son propre travail, mais il fallait faire des permanences auprès des pilotes, donc on faisait les 3-8, c'est-à-dire pendant 8 heures, on faisait des permanences près des pilotes pour justement surveiller les explorations, leur donner les instructions pour les récoltes, etc.
épuisant pendant 3 semaines. Tout le monde est arrivé sur les genoux au retour. Et voilà les images qu'on a ramenées également de ces missions fantastiques, voilà, de ces peuplements de boules, de crevettes, un petit peu partout. Voici ces images. Alors, on a parlé des sites de dorsal, je vais vous parler maintenant des sites de subduction, c'est-à-dire tous ces sites qui sont là sous les formes de ronds et qui en général sont les fosses océaniques. Alors en 86, ici vous avez une zone particulière de subduction, vous voyez qu'on appelle l'anneau de feu. Vous avez sans doute entendu parler, pourquoi? Parce que tout autour, justement, dans cette zone, vous avez des fosses, ici, et ce sont des zones extrêmement, extrêmement instables. Et comme vous pouvez le voir, ce sont les petites étoiles bleues, ce sont les zones où il y a eu des tremblements de terre majeurs dans les dernières 60 ans. Donc vous voyez ces zones, sauf dans la zone de Juan de Fuca. C'est la seule qui, pour l'instant, n'a pas expérimenté, qui est probablement en bonne position pour avoir un tremblement de terre dans les 100 années à venir. Et tout ça, c'est un système extrêmement instable. Avec, nous allons voir les fosses du Pérou. Donc j'ai eu l'occasion de plonger dans les fosses du Pérou, dans les fosses de la Barbade également, dans les fosses des Mariannes et des Tonga. Alors ici, c'était la première mission qui avait été mise en place. Ces missions ont été mises en place, c'était mis en place par les géophysiciens. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient en place des systèmes pour surveiller les séismes. Ils mettaient des sismomètres dans la région pour essayer de prévoir les séismes. Et donc ils ont invité, on était 2 biologistes à bord, ils ont invité des biologistes parce que justement, pour une raison bien précise, c'est que les biologistes pouvaient leur indiquer les zones actives. Là, pas de cheminée hydrothermale, on est dans des zones de fosses océaniques, dans du sédiment très noir, de la vase, et en fait, les sources, il y a des sources, mais elles sont froides, et elles proviennent de la percolation des sédiments par justement les pressions, les très fortes pressions des plaques, pressent les sédiments, comme un peu quand vous mettez votre pied sur la plage, vous l'enlevez, il y a de l'eau qui remonte. Et bien là, les plaques, si vous voulez, à grande échelle, bien sûr, passent les sédiments et vous avez l'eau interstitielle qui va remonter et qui va sortir sous forme de source très riche en méthane et en sulfure. Et à ces endroits-là, vous aviez énormément de faune qui se développait, justement, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc, en fait, c'est des indicateurs de zones actives et de sources. Donc on était invité à titre d'indicateur en fait, dans ces zones-là. Mais on a récupéré beaucoup de matériel et beaucoup d'enseignements de ces zones. Alors le Japon a beaucoup de soucis à se faire. Le Japon, comme vous pouvez le voir, est sur un chevauchement de plaques, et c'est une plaque océanique qui passe sous une plaque terrestre. Et ils auront certainement de très très gros problème à l'avenir parce qu'il y a des accumulations très importantes des pressions et surtout il est très difficile de localiser la zone où la pression s'accumule. Et c'est comme ça que le dernier tremblement de terre très important de Kobe n'a absolument pas été prévu. Et il y a eu une explosion qui n'était pas attendue parce qu'il y a eu une accumulation dans une poche en dessous Kobe d'énergie due à ces tractations. Et c'est très très difficile de prévoir dans ces zones-là les séismes. Voici les zones, donc vous voyez. Alors les clames se dirigent, ils peuvent se déplacer dans le sédiment, on appelle ça les clamodromes. Ils se dirigent vers les zones les plus pourries, si on peut dire, parce que c'est plein d'H2S, donc de sulfure, dans les zones de sulfure, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et on avait mis aussi des mesures de température, et il y a une station qui a été installée par les géologues qui devait rester plusieurs années, donc ils l'ont suivi pour des mesures d'enregistrement des fluides. Alors on a été aussi dans les fosses du Pérou, au large du Pérou, et là également on a une plaque océanique qui plonge sous une plaque terrestre.
Et c'est la pression de cette plaque qui en fait a provoqué la formation de la cordillère des Andes. Et ça continue, la pression continue, c'est pour ça que ce sont des zones extrêmement instables, évidemment. Voilà. Et là, dans toutes ces zones, on a des failles avec du sédiment, et dans ces failles, eh ben, vous avez d'importantes populations, parce que vous avez des remontées de fluides en méthane, riches en méthane et en sulfure. Alors on était également dans les fosses du Pérou, et donc voilà également les images qu'on a retrouvées dans ces fosses du Pérou, avec jusqu'à 5000... alors là on était à 4900 mètres, hein, 5000 mètres de profondeur, on allait là, et c'était difficile. C'était difficile parce que ce sont des zones, les zones du Pérou sont connues comme étant extrêmement riches, et on voyait presque rien. C'était très, très trouble, et c'était très difficile de travailler dans ces zones-là. Et moi j'ai eu une expérience parce que il s'est trouvé qu'on avait perdu, pour localiser le submersible, on mettait à l'avance des balises acoustiques en triangle autour de la zone d'exploration. Et les balises acoustiques transmettaient évidemment la position des satellites au submersible qui pouvaient se diriger. Le problème, c'est qu'on a perdu une balise, n'était plus active. Et une balise, ça coûte très cher. Alors à un moment, en fin de plongée, on a dit on va aller chercher la balise, essayer de la retrouver. Donc avec le sonar, on a essayé de localiser la balise, on l'a localisée. On est descendu la chercher parce qu'elle était en contrebas, et le problème c'est qu'on a dépassé les 6000 mètres. Alors on a été à 6015 mètres, mais on n'a jamais pu dire qu'on avait été à 5015 mètres parce que la réglementation c'est de ne pas dépasser 6000. C'est une sécurité. Le submersible a été testé pour 7500 mètres, évidemment de profondeur, mais la règle c'est de ne pas dépasser 6000 mètres. C'est pour ça qu'on appelle 6000. Et là, eh ben, écoutez, moi j'ai battu un record parce qu'on a été à 6015 mètres. Maintenant il y a prescription, donc on peut le dire. Et voilà et également, donc, on a été dans les années 93, et ben, on a été dans la fosse de la Barbade également, donc au large dans l'océan Atlantique, et on a retrouvé, comme vous pouvez le voir également, les mêmes systèmes extrêmement développés. Alors, je vous ai parlé de ce petit submersible effectivement avec le cockpit. Et ben, j'ai été invitée par les Américains à explorer une zone dans le golfe du Mexique. Et là, on a exploré cette zone-là, comme vous pouvez le voir. C'est un immense bassin qui rejette du méthane en quantité noire. Il y a des boues extrêmement noires. C'est quelque chose... Ah oui, alors ça, c'est pas un carnaval, hein, une soirée carnaval. C'est qu'à bord des bateaux, c'est une obligation de faire un exercice fictif, évidemment, de survie en cas de naufrage du bateau. Donc on est obligé d'enfiler des combinaisons, c'est assez sportif d'ailleurs de les enfiler, puis d'essayer le sifflet, d'essayer les lampes, d'essayer les trucs. On va dans les bateaux de sauvetage, on est mis à la mer, et puis ensuite on est remonté bien sûr sur le bateau, etc. Donc voilà, ça c'était l'exercice obligatoire à faire, donc ça c'était avec les Américains, mais les Français c'est pareil, hein, on faisait ça aussi. Alors, ce golfe du Mexique, comme je vous l'ai dit, c'était ce submersible. Et là, c'est une photo, j'étais dans le submersible. J'ai pris la photo, mais malheureusement, on ne peut pas voir, comme je vous l'ai dit, tout autour. Il y avait des millions de moules dans le bassin, comme ça, en bas. Des millions de moules, là, qui étaient dans des zones, vraiment, il faisait noir. Il y avait plein de goudrons qui sortaient comme ça. On se demande vraiment... Et elles sont en parfaite santé, je peux vous le dire. Elles vivent parfaitement dans ces zones-là. Voilà, ce bassin-là. Et tout autour, tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des millions de moules, ici. Ce qu'on voit en petits pointillés, là, ici. Et voici ces moules-là, hein, avec le submersible qui a été pris par un rove. C'est invraisemblable que... Je trouve que ces zones reculent les limites de la vie, parce que vraiment, on a trouvé des zones... On ne pensait pas la vie possible dans de telles conditions, ça c'est évident. Et voici donc ces moules, ces grosses moules-là qui vivent parfaitement bien, hein, elles filtrent également l'eau et elles vivent, et c'est vert également. Alors, eh ben, j'ai fini ma carrière, finalement,
En revenant, j'ai commencé en Méditerranée et j'ai fini en Méditerranée, voilà, avec une mission, 2 missions qui ont été faites en Méditerranée, au large de la Crète, ici, pour les Dinotes, et dans le delta du Nil, ici, pour Nautinine, dans cette zone-là. Et j'ai plongé donc sur le volcan Kazan. Il n'est pas Nautinine, ah ben non, je ne sais pas, oui c'est ça. Sur le volcan Kazan, ici, à 3500 mètres de profondeur. Et ici, j'ai plongé sur le volcan Osiris, ils étaient à 700 mètres ici, dans la delta du Nil. Alors, j'ai pas vu beaucoup de choses. Par contre, j'ai vu énormément d'amphores. C'était un site archéologique avec de superbes amphores. Il est interdit d'en ramener, donc on n'a pas touché aux amphores et on a signalé évidemment la présence du site archéologique à l'archéologie égyptienne. Et c'est un très bon souvenir. Mais il y avait également donc des... Alors, oui, la vie à bord aussi, là, on a aussi des réunions évidemment le soir, des réunions avec le chef de mission, et on discute des résultats de la journée et puis du programme du lendemain. Donc chacun émet, demande, évidemment, on adapte un petit peu, si vous voulez, chaque soir, évidemment, le programme en fonction des résultats. Et donc voilà, ça c'était la plongée avec le... C'était une vidéo faite amateur pour vous montrer la mise en œuvre du Nautilus, elle ne marche pas. J'aurais peut-être l'occasion de vous montrer un truc. Voilà les peuplements qu'on trouvait également. Vous voyez ils sont beaucoup plus petits, les clames, là, ici. Ce sont tous des clames, ces points blancs que vous voyez, et puis également des tubes. Alors, il y avait énormément... Ça, c'est un trou qu'on avait fait avec un carottier pour prélever, justement, les clames. Alors, on avait des spectacles dans ces zones-là. Regardez, on se croirait sur la Lune. C'était des lacs de saumure, de sel, extrêmement riches en bactéries. Il y a beaucoup de bactéries dans ces zones-là. Et sinon, il y avait des croûtes sédimentaires comme ça qui abritaient donc des tubes également. Alors, c'est pour vous montrer la mise à l'eau du Nautilus. Et juste pour vous faire une remarque, vous voyez quand même qu'à bord de ces missions, en fin de carrière, il y avait plus de femmes que d'hommes. Ce n'était pas le cas au début. Hein. Alors donc on faisait des carottages également, et puis différentes opérations, hein, donc on fixait le matériel, il y avait également de la géologie, de la chimie, évidemment. C'était des missions donc pluridisciplinaires qui étaient très intéressantes. Et voilà également les manifs évidemment de sécurité hein, obligatoires. Et puis ces baptêmes aussi, les Américains pratiquent également, comme les Français, comme les Japonais pratiquent également les baptêmes. Il y avait beaucoup de jeunes étudiants à bord, donc on a eu je ne sais combien de baptêmes en Méditerranée. Et puis sinon, le soir, il y avait quand même des soirées plus détendues de pique-nique sur le pont et comme vous pouvez le voir, de barbecue, qui détendaient un peu l'atmosphère. Voilà. Alors, très rapidement, parce que le temps passe, je voulais quand même vous dire que, de vous parler des questions scientifiques, je ne vais pas vous donner tous les résultats, évidemment, qu'on a eu, c'est juste faire un screening léger de tout ça. Les questions qui se posaient à ce moment-là, c'est quelle est la source d'énergie dans ces systèmes? Comment se nourrissent ces organismes pour développer des biomasses pareilles dans des zones où on ne pensait pas à la vie possible? On pensait que les fonds des océans étaient très pauvres, très appauvris. Et comment ils font pour survivre dans des conditions qui sont non seulement inhospitalières, mais réellement toxiques? Il y a énormément de sulfure et de métaux lourds. Donc pour ça, on a engagé différentes recherches, donc, et je vous parlerai plus particulièrement bien sûr des recherches de mon équipe, parce qu'il y en a eu bien d'autres évidemment à bord. Alors, quelle est la source d'énergie? On fait la source d'énergie, on a commencé à comprendre quand on a analysé l'eau de mer, et qu'on a trouvé que dans l'eau, il y avait énormément de bactéries, et de bactéries particulières, c'est-à-dire des bactéries qui pratiquaient la chimiosynthèse. C'est des bactéries qui ne vivaient pas avec l'énergie solaire, évidemment, comme le phytoplancton, puisqu'il n'y a pas de lumière dans ces zones-là. Eh bien, elles utilisent les éléments chimiques pour transformer
donc ces éléments en sucre, en matière organique, c'est-à-dire faire de la chimiosynthèse. Elle représente, si vous voulez, la production primaire qui est représentée dans les zones littorales par le phytoplancton qui est photosynthétique. Et donc, voilà, ces bactéries, il y en a libres dans l'eau, 10 milliards de bactéries par litre d'eau, hein, c'est énorme. Je précise d'ailleurs qu'on a tous manipulé, évidemment, pendant toutes ces années l'eau et que personne n'a été malade. Hein. Donc ces bactéries, ce n'est pas des bactéries pathogènes. S'il y en a, en tout cas, les archées, ce sont... Alors, ces bactéries, c'est un groupe particulier qui a du vivant qui a été décrit. Actuellement, on décrit 3 groupes vivants, les bactéries, les végétaux et les animaux. Les archées, les archées, les végétaux et les animaux. Donc, on en trouve dans les sédiments également de ces bactéries. On en trouve sur les animaux. Vous voyez ces filaments sur les riftia, là, sur les alunella, sont bourrés de bactéries. Et on va en trouver à l'intérieur des animaux. Et c'est là où nos recherches se sont développées sur ces organismes, de comprendre comment ils faisaient. Alors, on a compris donc que, si vous voulez, l'équivalent de la chaîne photosynthétique classique que l'on a dans les eaux littorales, avec phytoplancton, production secondaire, production tertiaire, avec utilisation de matière organique donc, et puis de la photosynthèse, eh bien, on avait l'équivalent dans la chaîne chimiosynthétique, mais d'une forme concentrée, raccourcie, et l'énergie n'est plus solaire mais chimique, et ce sont les bactéries qui forment le compartiment de production primaire, qui vont élaborer la matière organique et qui vont la transmettre soit à des producteurs secondaires comme des crabes qui vont venir manger les nattes bactériennes, ou les poissons qui vont venir manger les crabes, eh bien, ou alors des bactéries qui étaient à l'intérieur des animaux en une symbiose, c'est ce qu'on appelle les animaux symbiotiques. Et on s'est plus particulièrement intéressé aux animaux symbiotiques. Donc vous avez un parallélisme avec la photosynthèse des zones littorales, la chimiosynthèse, et curieusement, c'est le même cycle chimique, le cycle de Calvin-Manson, qui est en cause dans les deux systèmes, avec les mêmes enzymes. Alors ça, je ne vais pas vous décrire ce cycle, c'est exactement ce qui se passe là dans la bactérie. C'est juste pour vous faire remarquer la réflexion de 2 petites bactéries là, qui disent température inférieure à 100 degrés, des sulfures, comment font-ils? Pas de sulfure, comment font-ils pour vivre en surface? Bon, c'est une façon effectivement de poser la question. Alors ça c'est dans les sédiments, mais dans les sédiments on a également le système, si vous voulez, classique là, de la faune benthique qui est alimenté par les particules qui vont venir, qui vont chuter sur le fond, là ici, et de ce côté-là, c'est un système qui est alimenté par l'énergie chimique qui est récupérée par des bactéries qui la transmet à la faune. Soit par symbiose, voilà, le système fonctionne un petit peu comme ça. Ça c'est le système, le méthane qui va remonter, qui va être utilisé. Et puis, dans les zones de symbiose, eh bien, le méthane va être utilisé par les bactéries qui vont libérer des sulfates, qui vont être utilisés, des sulfures, pardon, qui vont être utilisés par les bactéries sulfato-réductrices. Et l'énergie va servir donc à alimenter justement les animaux qui sont dans le sédiment. Donc c'est un système donc, de transfert d'énergie finalement à partir de l'énergie chimique. Alors, oui, je suis pareil. Alors comment ils peuvent pour développer des telles biomasses? Eh bien voilà, ils ont effectivement, comme vous pouvez le voir, à l'intérieur des branchies, normalement une moule a des cellules normales, hein, comme vous et moi d'ailleurs, les cellules sont pareilles dans le règne animal. Eh bien ici, les cellules sont bourrées de bactéries, comme vous pouvez le voir. Ici, ce sont des bactéries sulfo-oxydantes chez cette moule, donc ils utilisent des sulfures. Mais on a trouvé également ici, dans le bassin de Manus également, donc bactéries symbiontes, ce sont des symbiontes sulfo-oxydantes. Ici, chez la moule de la Barbade et puis
d'Atlantique, on a trouvé des bactéries qui utilisent le méthane. On les reconnaît parce qu'elles ont des membranes comme ça, elles sont très grosses et elles ont des membranes très caractéristiques. Et là, donc, ces bactéries utilisent le méthane pour survivre et le transfert au moule. Et voilà ici, vous voyez que ces bactéries sont particulièrement vivantes dans les tissus puisqu'elles se reproduisent normalement. Hein. Vous avez ici une bactérie méthanotrophe qui se reproduit. Ça, c'est la moule de l'Atlantique, ici, oui, c'est ça, des Açores, ici, et également la moule des Barbades, qui avait également ces bactéries méthanotrophes. Alors ici, non, c'est juste pour montrer, on voit les deux types bactériens qui ont été mis en évidence. Les rouges, c'est les bactéries sulfooxydantes, et le vert, c'est les bactéries méthanotrophes. Parce que dans la moule de fluoride, vous avez les deux. C'est-à-dire que la moule de fluoride peut utiliser aussi bien les sulfures que le méthane, les bactéries, pardon, de là. Et bien c'est la même chose chez les calyptogénins, mais on ne trouve que des bactéries sulfooxydantes. Chez les calyptogénins, on ne sait pas pourquoi. On ne trouve jamais, malgré la proximité de sites de méthane très riches, elles n'ont pas la capacité d'utiliser le méthane. Donc, on utilisait ça, donc voici les différentes, je passe très vite hein, parce que c'est, voici. Dans les escargots également, vous voyez les escargots, les branchies des escargots sont bourrées de bactéries, également symbiotiques, qui leur permettent en fait de survivre, parce qu'ils leur transmettent la matière organique. Alors on avait fait des expériences, comme je vous l'ai dit, dans ces fameuses enceintes, et on avait pu mesurer qu'on avait injecté du bicarbonate marqué au carbone 14, et on avait suivi dans les tissus l'incorporation du bicarbonate, donc d'un produit non organique, et on le retrouvait dans les cellules, intégré dans les cellules de la moule. Voici ici une autoradiographie des cellules. Ici vous avez un témoin, une moule qui n'a pas été, on mettait des moules évidemment qui n'avaient pas été injectées en témoin. Vous voyez que les cellules ici bactériennes sont claires. Par contre, la moule injectée, vous voyez tous ces points, c'est par autoradiographie, on avait donc la radioactivité imprimée, donc la couche photographique qui était placée sur la coupe de tissu. Et donc on avait effectivement, vous voyez bien que c'est dans les bactéries que l'on retrouvait l'incorporation du bicarbonate. Donc il y avait bien incorporation du carbone par les bactéries. Voilà. Et on a pu faire également des évaluations de biomasse bactérienne. Et vous voyez ici les différentes biomasses bactériennes évaluées par des marqueurs biochimiques, d'après des travaux d'un de mes étudiants, Vincent Pranal. Donc on voit très très bien, vous avez ici la moule littorale, qui a pratiquement pas de biomasse bactérienne, qui peut en avoir un petit peu, parce qu'il y a des bactéries qui sont filtrées quand même avec l'eau, mais c'est surtout, voilà, les clames et surtout les escargots qui avaient la plus grande masse bactérienne par unité de surface de bronchie. Alors bon, ça c'était on a fait différents marqueurs de présence bactérienne, donc par chimie pour effectivement trouver. On a trouvé, voilà, par exemple, on avait des marqueurs de phytoplancton, c'était des acides gras, et on voit très bien que ces marqueurs de phytoplancton, il y en a beaucoup chez la moule littorale, alors qu'il y en a très peu dans ces zones-là, et même pas du tout dans certains. Hein. Les plus profonds n'ont pas de marqueurs phytoplanctoniques, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas les particules qui arrivent phytoplanctoniques qui arrivent sur le fond. Par contre, on avait des marqueurs bactériens extrêmement forts dans les modèles symbiotiques, comme vous pouvez le voir ici, graduellement, même vers donc les clames étaient ceux qui avaient le plus de marqueurs bactériens. Et ça, c'était des marqueurs de synthèse, donc on voyait très bien, on différencie très bien les espèces symbiotiques des espèces non symbiotiques. Ce qui était intéressant de savoir, de pouvoir faire donc simplement avec un marqueur, on pouvait savoir si la moule était symbiotique, quel type de symbiose on avait, si c'était des méthanotrophes ou des sulfooxydants. Donc ça c'était Et alors le transfert, donc ça on avait fait également avec l'acide diaminopimélique, ça c'est des études qui ont été faites avec une autre étudiante. On a montré
qu'en fait, les bactéries étaient digérées à l'intérieur des cellules de l'hôte. Ici, vous avez la cellule de la moule. Vous avez ici un lysosome, qui est un organisme qui digère, on en a tous dans nos cellules. Hein, quand vous avez une infection bactérienne, ce sont les lysosomes qui phagocytent les bactéries pour les éliminer. Et on voit très très bien ici la phagocytose des bactéries. Donc les animaux phagocytent les bactéries pour se nourrir, d'une part, et d'autre part, ils récupèrent également de la matière organique dissoute qui va transiter des bactéries vers les tissus de l'hôte. C'est une véritable symbiose, donc. Donc voilà le schéma de la moule normale, c'est un filtreur, c'est-à-dire qu'elle filtre avec un courant d'eau la matière organique particulière et la matière organique dissoute, avec l'oxygène bien sûr. Ici, par contre, ce sont les sulfures qui vont activer les bactéries et qui vont leur permettre de synthétiser la matière organique, et cette matière organique va être transmise à l'hôte. Voilà. Alors, comment font-ils rapidement pour... Alors ici, c'est des valeurs, pour vous montrer les valeurs ici, dans l'eau de mer, les valeurs extrêmement faibles de métaux, et vous pouvez voir ces valeurs ici dans les différents sites. Lukistrak, Ménesguan, c'était dans l'Atlantique ici. Vous voyez des valeurs très fortes de métaux, et de métaux parfois toxiques, comme du cadmium, du plomb, du zinc, du cuivre, voilà. Donc on a fait des analyses, là c'est également le travail de thèse de Nathalie Rousse, des analyses de métaux. Donc, on a montré les accumulations de métaux très importantes, comme vous pouvez le voir, là, les différents métaux dans les différents tissus et dans les différentes stations. Donc, ces métaux, donc, voilà, étaient accumulés. Et on a montré également qu'il y avait des différents processus d'élimination et de neutralisation des métaux. D'une part, également, les lysosomes pouvaient effectivement phagocyter toute une partie des métaux et les rendre inoffensifs. Et on voit très très bien ici les lysosomes qui accumulent les métaux. C'était des études faites en micro-analyse avec un service de l'université Paris 6 là, qui avait été fait. Et puis, il y a également en présence des protéines spéciales que l'on appelle les métallothionéines, qui sont capables de coapter les métaux, et sous cette forme-là, eh bien, les métaux ne sont pas toxiques. Donc les animaux peuvent parfaitement survivre en ayant ces processus, parce qu'ils détoxifient en fait de manière chimique le milieu. Bon, voilà le système, je ne vais pas vous expliquer, c'est très compliqué la détoxification des métaux. Ça, c'est le soufre qui me montrait qu'il y avait une accumulation effectivement très importante de soufre à l'intérieur. Et ça, c'était pour vous montrer le fonctionnement justement des clames. Alors, les clames, justement, prennent les sulfures. Ces sulfures vont être dissociés, si on peut dire. On a une protéine qui s'appelle l'hypotaurine dans le tissu de l'hôte, de l'animal. Cette protéine va récupérer le soufre et ça va donner de la thiotaurine et se transformer en thiotaurine. Cette thiotaurine, elle, sous cette forme-là, n'est pas toxique et donc va être transférée à la bactérie qui va l'utiliser et elle qui va libérer du sulfate et former la matière organique qui va être transmise à l'hôte. Donc c'est un système parfait. Et par contre, la thiotaurine, une fois qu'elle a libéré son sulfure, elle va retourner en hypotaurine. Et c'est un cycle comme ça qui fonctionne magnifiquement d'approvisionnement des bactéries en énergie qui leur permettent de survivre. Alors, les abysses, est-ce que c'est effectivement les témoins de notre futur? On peut le penser. Ils renferment 25 à 30% de nos ressources énergétiques. Et ça, je suppose que si vous avez entendu notre président qui a fait un discours en disant qu'il fallait absolument aller explorer effectivement ces zones-là, il y a de très gros projets d'exploration. Ce sont des très grandes réserves en minéraux également. C'est sûr que le problème de l'exploitation, lui, pose de très très gros problèmes, parce que exploiter tant qu'on n'a pas connu
ou décrit, et donc on ne sait pas où on va prélever. Prélever à l'aveugle, ça va faire d'énormes dégâts. Donc on espère quand même qu'il y aura suffisamment de programmes scientifiques pour éviter que l'on prélève dans des zones trop importantes pour l'humanité, parce que également, ça nous a apporté des modèles de fonctionnement nouveaux. Il y a eu énormément de biotechnologie qui a été développée dans ces zones-là. Je n'ai pas le temps de vous en parler, mais ça sera peut-être une autre fois. Et également, c'est une source majeure peut-être de médicaments pour le futur. Donc on espère que les explorations qui vont être lancées ne seront pas uniquement à but militaire, parce que vous savez qu'également on a mis des câbles, une grande partie des communications sur le globe passe par des câbles sous-marins. Et donc ça intéresse beaucoup évidemment les différentes nations de contrôler le passage de ces informations. Donc il y a un objectif militaire, il y a un objectif évidemment d'exploration des ressources, les métaux. Étant donné que l'énergie devient de plus en plus chère sur Terre, ça devient rentable peut-être d'aller explorer le fond. Voilà, donc on espère que ces exploitations ne seront pas des exploitations sauvages et faites n'importe comment, et que les scientifiques pourront avant au moins définir des zones à protéger et à mettre des zones disons, peut-être en réserve, pour quand même que les générations futures continuent à avoir quand même ce système qui continue de se pérenner qui a commencé probablement très tôt dans l'histoire de la Terre, et qui continue de se pérenniser. Voilà. Il y a évidemment, je n'ai mis que quelques références, qui étaient des références dans le public, mais vous avez des milliers de références sur ces zones-là, évidemment plus scientifiques. Je voulais quand même signaler que j'étais pas toute seule, évidemment, dans des programmes pareils. Donc en particulier, j'avais une équipe, Vincent Pranal, Audrey Pruski, Nathalie Rousse, Jean-Charles Colomy, qui étaient mes fidèles étudiants et techniciens qui m'assistaient, et puis de nombreuses coopérations. Il y en avait beaucoup plus d'ailleurs, mais j'ai noté que celles qui ont donné lieu à des publications. Voilà. Et on avait un financement extrêmement important par le laboratoire Arago, bien sûr, par l'université, par l'Institut national de l'univers, et des programmes nationaux, internationaux, qui nous subventionnaient évidemment pour ces programmes qui étaient extrêmement coûteux, si on peut dire. Hein. Alors le bilan est quand même, comme vous pouvez le voir, a été quand même assez positif. Donc 75 publications, 8 rapports de DEA et 4 thèses d'université, 18 contrats nationaux et internationaux et européens, 25 campagnes océanographiques, 23 plongées en submersible entre 700 et 6000, ouais, 25 conférences, donc ça fera la 26e. Voilà. Et je voudrais également remercier, parce que c'est l'occasion de rendre hommage à tous les techniciens et tous les intervenants qui travaillent parfois dans l'ombre pour que ces missions puissent se passer. Donc notamment les équipages des bateaux, les équipages des submersibles qui ont un entraînement extrêmement important, et puis des chefs de mission qui m'ont invité au cours de toutes ces années. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si j'ai le temps de quelques questions. J'ai un peu dépassé, désolé. Merci beaucoup pour la conférence. Et comme vous avez vu des ordres forts, est-ce que vous avez parlé du président qui cherche des nodules? Est-ce que vous avez vu beaucoup de nodules métalliques à côté des animaux? On n'était pas du tout dans les zones de nodules métalliques, effectivement, dans les zones où on a travaillé. Les nodules métalliques sont plus dans les zones, les grands fonds océaniques où il n'y a pas d'activité, hein, donc dans les couches profondes qui remontent. Voilà. Non, excusez-moi, il n'y a pas de nodules. J'ai un retour dans les oreilles là, à cause du système, j'entendais mal, excusez-moi.
Et vous dites que les Japonais vous ont préparé plein de petits plats, et c'était des plats faits avec les moules, les claves et les crevettes, ou c'était des plats... Non. Vous savez, ces animaux, vous n'avez pas du tout envie de les manger, parce qu'ils sentent les sulfures, le méthane, il y a une odeur... Il n'y a que les crevettes. On a goûté les crevettes, effectivement, de l'Atlantique. Elles n'étaient pas mauvaises. Mais enfin, vu le coût de récolte, c'est pas très rentable, je ne recommande pas. Non, ils nous faisaient ça avec des réserves qu'ils avaient emmagasinées dans les bateaux. Quelles sont les températures extrêmes que peuvent supporter ces animaux? Alors c'est une bonne question ça, parce qu'effectivement, je vous ai dit que les sources sortaient à 400 degrés, mais en fait, il y a un gradient extrêmement rapide de décroissance de la température, et quand les moules, par exemple, étaient entre 10 et 12 degrés. Par contre, vous aviez les alvinelles, c'est-à-dire les annelides qu'on a vues, là, qui avaient des petites bactéries, elles sont sur les cheminées, et elles vivent jusqu'à 40 degrés, ça c'est sûr, et même elles peuvent sortir de leur tube, et elles vont presque à la limite du fluide, à 60, 70 degrés. Elles n'y restent pas longtemps, mais elles font peut-être un peu comme nous, elles vont au sauna, comme on va dans le sauna, là, un moment dans une chambre à 60 degrés, mais on ne reste pas longtemps. Donc, et puis elles reviennent. Mais souvent, on avait, je vous dis, des crevettes qui avaient les pattes brûlées, quoi. Mais sinon, le gradient de température est très important. Par contre, ce qui a été une des découvertes, effectivement, ça a été des bactéries ultra résistantes à la température. Et ça, c'est une découverte parce qu'elles pouvaient supporter, et ça a été démontré, à 120 degrés. Et elles font l'objet justement de beaucoup de recherches parce qu'elles ont des enzymes dites thermostables qui intéressent beaucoup l'agroalimentaire. Parce que si on peut avoir des enzymes qui fonctionnent à des températures supérieures, par exemple dans votre machine à laver, ça pourra être intéressant, effectivement. 120 degrés, oui. Mais les animaux, non. Le maximum, c'est quand même 40 degrés. Oui. Dans les saunas, on atteint 50, parfois. Oui, Aline, ces sources thermales se sont faites des îlots, on a baptisé ça comme des îlots de vie au fond des océans. Mais comment se disperse la vie d'un îlot à l'autre? Justement, c'est une des questions qui a été posée. Il y a eu plusieurs recherches de faire. Justement, comme on a fait des études à différents temps, il y a eu pas mal d'études écologiques. Alors, la dispersion se fait pour beaucoup par les larves. Et comme on a la vallée axiale, il y a des courants qui peuvent transporter effectivement les larves d'un point à un autre. Alors, comme dans le littoral d'ailleurs, il y a des millions de larves qui sont émises. Mais sur ces millions de larves, il y en a très peu qui vont se développer, mais elles ne se développent que si elles trouvent une zone où il y a des sorties de fluide. Et donc là, vous avez recolonisation d'un site à partir de larves. On a montré également que les crabes, qui étaient des animaux mobiles, pouvaient transporter des larves à l'intérieur de leur carapace. Et donc ensemencer, si on peut dire, d'autres zones qui étaient favorables au développement. Donc ça se fait par développement larvaire. Merci. Est-ce qu'il y a des exemples de chimiosynthèse sur Terre? Est-ce que par exemple la phytoépuration, il y a un rapport un peu comparable? Enfin, est-ce qu'on a ce même mécanisme qui existe ailleurs que dans ces zones? Oui. Le processus de chimiosynthèse n'a pas été une découverte des sources. La chimiosynthèse était connue parce qu'on avait déjà isolé des bactéries chimiosynthétiques dans les sulfatars de Sicile notamment et dans les sources chaudes des États-Unis, le Yellowstone. La première fois, ça a été dans le Yellowstone. Donc la chimiosynthèse était connue. Ce qui a été nouveau dans ces systèmes-là, c'est de découvrir que la chimiosynthèse pouvait développer des chaînes alimentaires complètes, alors qu'on ne connaissait que la chaîne alimentaire photosynthétique. Mais la chimiosynthèse était déjà connue.
Bien. Tu as dit en fait qu'il n'y avait pas une énorme diversité d'espèces, en fait, des moules, Non, il n'y a pas une énorme diversité, exactement. C'est dû au fait de la capacité symbiotique de certaines... Je pense que c'est dû à la capacité des espèces, justement, de pouvoir s'associer avec les bactéries ou non. Ça a été, par exemple pour les mollusques, ça a été une réussite parce qu'ils ont pu utiliser des bactéries donc sulfo-oxydantes pour utiliser le sulfure, des bactéries pour utiliser le méthane, parfois les deux, comme vous avez pu le voir. Chez d'autres espèces, il y a une symbiose externe, mais qui n'a pas la même efficacité, mais qui a pu être développée justement à la suite. Donc, toutes les espèces n'ont apparemment pas la capacité de s'adapter justement à cette symbiose. Il y a quelques poissons quand même, qui ont montré les poissons. Oui. Ah oui. Bon, ce sont plutôt des animaux qui vivent, mais au point de vue végétaux, des algues, etc., jusqu'à quelle profondeur on peut avoir des algues et des végétaux marins? Alors les végétaux marins, vous ne pouvez les avoir que jusqu'à la profondeur de pénétration de la lumière. Donc, suivant les zones, c'est variable. Ça peut être 50 mètres, ça peut être jusqu'à 200 mètres dans les zones les plus claires. Mais s'il n'y a pas de rayonnement photosynthétique, vous n'avez pas d'algues. Les végétaux, il n'y a aucun végétaux dans ces zones-là. Hein. Justement, ils sont remplacés. Le compartiment de production primaire représenté par les végétaux et par le phytoplancton est remplacé par un compartiment bactérien qui fait de la chimiosynthèse, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il n'a pas d'énergie solaire. Alors, on pensait une chose, il avait été dit que ces zones-là étaient complètement indépendantes de l'énergie solaire. C'est pas tout à fait exact. Pourquoi? Parce qu'en fait, les processus, je ne suis pas rentrée dans le détail de la chimie, mais les processus de transformation de la matière chimique en matière organique nécessitent de l'oxygène. Or, l'oxygène ne peut provenir que d'activités photosynthétiques. Et il y a de l'oxygène, il y a moins d'oxygène dans les fonds à 6000 mètres, mais il y a de l'oxygène et c'est indispensable au processus chimiosynthétique. Parce que ce sont des processus d'oxydoréduction. Donc, en fait, d'une certaine manière, il y a de l'activité photosynthétique à travers justement la production d'oxygène. Sur les vers, ce sont des éléments bourrés de bactéries, mais externes. Externes, pas à l'intérieur des cellules comme chez les mollusques. Attends, il y avait une question là. Est-ce que, par exemple, dans le fond, on a vu des crabes, hein? Oui, il y avait des crabes. Est-ce qu'on peut imaginer que ces crabes sont issus d'une génération ancienne de crabes qui vivaient plus près de la mer? C'est une des questions qui se posent. Qui se sont adaptés progressivement à ce milieu, enfin, hostile, par rapport à l'autre. C'est pas mais est-ce que c'est pas une évolution progressive? On ne sait pas s'il y a eu un développement. Bon, il y a une théorie qui dit que l'origine de la vie aurait été dans ces sites-là. Parce qu'il y a tous les éléments pour former justement la matière organique, l'énergie et tous les éléments de la vie. Et il y a une théorie qui dit ça. Bon, pour l'instant, on n'en est pas sûr. Alors, est-ce qu'il y a eu un développement, effectivement, au niveau du fond et puis une remontée vers la surface, ou est-ce qu'il y a eu effectivement un développement en surface, puis une colonisation et une adaptation progressive des animaux qui se sont installés vers le fond? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question, bien sûr. Hein. Mais il y a pu avoir les deux, à vrai dire. Il y a pu avoir les deux, et quand on sait qu'au cours des millions, on a des millions d'années de l'histoire de la vie, hein, j'avais raconté une fois d'ailleurs les origines, la vie aux origines. On a des millions d'années de développement, de changement, de modification. C'est une très longue histoire la vie. Mais c'est très difficile évidemment de savoir dans quel sens ça a fonctionné. Pour l'instant, on n'a pas d'indices qui permettent de le dire. Par rapport aux futurs éventuels médicaments
qu'on pourrait trouver. Est-ce que c'est par rapport aux bactéries? Pas seulement aux bactéries, peut-être dans les animaux. Il y a des animaux qui ont des adaptations très particulières qui pourraient être utilisées, effectivement, comme les processus de détoxication, qui sont extrêmement efficaces. Mais c'est beaucoup, ça a été développé, la biotechnologie a développé beaucoup sur les bactéries, effectivement. Hein? Tu veux montrer la petite vidéo? Ah oui, bah si tu veux, oui, oui, c'est vrai qu'il y avait une petite vidéo, 1 minute, parce que vous allez faire une plongée fictive qui a été réalisée en 3D pour montrer comment ça se passe. Donc si ça marche, on va voir. Donc vous allez faire ce que moi j'ai fait, et c'est exactement comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans un système vidéo quand je faisais de l'exploration à 9 degrés nord, le long de la dorsale. C'est là, hein. Tu peux pas le faire passer? Ouais. Ah oui, il veut l'agrandir, oui. Oui, ça va. Ça va, oui. Donc voilà, hein, là on part de l'espace. On voit la dorsale qui se profile. Et attention, on va plonger. On va arriver au niveau de l'eau et du bateau. Voilà le bateau. Et on va plonger. Donc voilà, alors on descend. Les seules manifestations dans la descente, ça peut durer 2 heures hein, pour 6000 mètres. C'est la bioluminescence parfois. C'est une explosion de bioluminescence. Et là, vous voyez la dorsale axiale, la vallée axiale de la dorsale. Voilà, vous avez les sous-marins qui passent. La probabilité de rencontrer des sous-marins, je vais vous dire, elle est quand même... Vous voyez les sources là, le long c'est un peu sombre, hein, mais on voit le long de la dorsale toutes ces sources. Et vous avez le sous-marin là, qui est au pied d'une source, qui éclaire le pied d'une source avec les riftias. Et vous avez la cheminée donc hydrothermale là qui fume et qui entretient ces petites bactéries, voilà, et qui entretient la vie. Et ça, c'est tout le long de la dorsale, comme ça. Alors les zones sont assez restreintes, les zones d'activité, hein, mais il y en a un comme ça tous les 200 mètres. Et c'est pas fixe parce que il y a des mouvements tectoniques, il y a des zones où il y a une raréfaction des fluides. Donc les peuplements disparaissent et puis ils réapparaissent à un autre endroit parce qu'il y aura eu une sortie de fluide qui va alimenter les bactéries. Voilà. Bonne soirée à tous.